La fureur, la folie, la foule, le stade, les chants, les tribunes. Aux armes. La vague, la tempête, l'ivresse, l'hystérie, les drapeaux, les tifos, le bleu, le blanc, les fumigènes. Nous sommes les Marseillais! Cris, hurlements, sifflets, saute, saute, saute. Aux armes! La sueur, la joie, le bonheur, les bravos. Et nous allons gagner! Bière, merguez frites, moiteur, enfer, l'adversaire, les insultes, la haine. Aux armes! La haine, les insultes, l'adversaire, enfer, moiteur, merguez frites, bière. Nous sommes les Marseillais! Les bravos, le bonheur, la joie, la sueur. Aux armes! Saute, 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 sifflets, hurlements, cris. Et nous allons gagner! Les fumigènes, le blanc, le bleu, les tifos, les drapeaux, l'hystérie, l'ivresse, la tempête, la vague. Aux armes! Les tribunes, les chants, le stade, la foule, la folie, la fureur. Aux armes! OM-PSG. Le match qu'il faut gagner. Impérativement. Si Marseille ne doit remporter qu'une victoire de toute la saison, que ce soit celle-ci, contre le club de la capitale. Tribune pleine pour match de gala. Les people, tous ceux qui doivent être vus sont présents, en tribune officielle. Les politiques au premier rang. Xavier Bréhémont et Laurent Chazelet, le Premier ministre et son ministre de l'Intérieur, les deux ennemis intimes du gouvernement, les deux prétendants à la succession du président Fréville. Chazelet, premier flic de France, issu d'une famille d'industriels lyonnais mais marseillais de naissance. Il a grandi à Carry-le-Rouet, sur la côte bleue, à l'ouest de Marseille. Petit, brun, le cheveu court, un visage rond à la jovialité méridionale pouvant, en un éclair, se transformer en masque sombre, au regard lourd de menace. Chef de l'aile droite du Parti socialiste, ancien premier secrétaire, il a cédé son poste pour entrer au gouvernement, à l'intérieur, seul ministère qu'il convoitait pour affermir son entreprise sur la majorité, acquérir une stature d'homme politique de premier rang, devenir le dauphin légitime et évident, à défaut de naturel, du président Fréville. En politique, Laurent Chazelet est un tueur. Assis à la gauche du maire de Marseille, il devise haut et fort, surjouant sa marseillitude, forçant un accent pagnolesque qu'il a par ailleurs appris à gommer en une vingtaine d'années de carrière politique parisienne. Toutes les 5 minutes, il porte son téléphone à l'oreille. Chazelet est un accro du portable. Tout aussi régulièrement, il se penche vers Serge Tarandol, son éminence grise, fidèle conseiller depuis ses débuts, placé un rang devant lui. Tarandol, lui, préférerait être ailleurs. Il ne supporte pas l'ambiance foot. Il ne se montre pas aussi convaincu que son patron de l'utilité de venir parader à ce match. Surtout avec Bréhémont. Mais ces deux-là se sont défiés d'y assister ensemble à la sortie du dernier Conseil des ministres, devant des journalistes qui n'en demandaient pas tant. Serge Tarandol a dû ciseler pour la circonstance 3 déclarations que Chazelet lira en fonction du résultat du match. Il s'agit, quelle que soit l'issue de celui-ci, d'essayer une fois encore de prendre l'ascendant sur Bréhémont. Savourer sa joie tout en se montrant humble en cas de victoire de l'OM. Dans le cas contraire, reconnaître la défaite avec fair-play tout en étant fier des joueurs locaux. Ou encore, se satisfaire de l'équité d'un match nul en regrettant toutefois les occasions ratées. Mais chacun des 3 discours comporte une allusion à peine voilée à la compétition publique qui mettra bientôt aux prises Chazelet et Bréhémont. Une victoire de l'OM doit augurer une victoire de Chazelet. Une défaite, appeler une revanche éclatante sur le terrain politique. Un match nul. L'occasion de préciser qu'en politique, un vainqueur est toujours désigné, fût-ce par le plus mince des écarts, fût-ce au prix de basses manœuvres. Assis à la droite du maire de Marseille, le Premier ministre Xavier Bréhémont s'évertue à regarder droit devant lui, sourire électoral aux lèvres. Décroisant sans cesse ses longues jambes qui trouvent mal à se loger malgré le confort relatif des tribunes d'honneur, recoiffant sans cesse sa chevelure léonine, il feint d'ignorer la complicité ostentatoire de ses voisins. Énarque pur-jus, descendant des Parisot de Bréhémont de Saint-Sauge, famille d'ancienne noblesse angevine, il fréquente plus volontiers les salons parisiens, les loges d'opéra et les galeries d'art que les stades de football. Mais la politique ne pardonne pas à ceux qui rechignent au contact du peuple. Alors, Bréhémont s'exécute. Parisien de naissance,
Élu du 10e arrondissement, son plan de carrière lui a imposé une présence assidue dans les loges du Parc des Princes et un statut de supporter du PSG, l'opposant ainsi un peu plus encore à Chazlet, l'Olympien. Bréhémont a grandi en politique sous l'aile du président Fréville, au point d'en adopter tic de langage et posture, comme Fréville l'a fait de François Mitterrand en son temps. Carrière classique à sa sortie de l'ENA, inspection des finances, cabinet ministériel, secrétariat général du Quai d'Orsay quand Fréville y dirige la diplomatie française, l'accompagnant à Matignon comme conseiller spécial, puis comme secrétaire général. Ministre des Finances une fois Fréville à l'Élysée, puis Premier ministre du second gouvernement depuis 2 ans. Parcours sans faute. Ce n'est pas le fruit du hasard. Bréhémont a su écarter, sinon éliminer ses concurrents potentiels. En politique, Xavier Bréhémont est un tueur. Et Pascal Brunoy, son conseiller spécial, assis un rang devant lui, est son meilleur porte-flingue. Comme de bien entendu, Brunoy voue à l'encontre de son homologue Serge Tarandol une inimitié glaciale. Chaque clan se met au diapason du chef. Les sbires aboient quand le maître hausse le ton, et lèchent les semelles quand le maître les flatte. Mais ils sauront sans peine changer d'ennemi, si au bout de la laisse change le maître. Brunoy passe en revue les discours qu'il a écrits pour Bréhémont en vue des déclarations d'après-match. Il a beau les décortiquer et les remettre à plat, il n'y changera plus une virgule. En revanche, il reste sceptique sur les déclarations que Bréhémont tient à faire à la mi-temps. Quand rien n'est joué, il est imprudent de sortir du conditionnel et du convenu. Mais le Premier ministre veut profiter de l'audience du match pour intervenir à la mi-temps, surtout qu'un journaliste ami de Canal+, l'a assuré que Chazlet n'envisage pas de prendre la parole avant la fin de la rencontre. Brunoy doute. C'est une occasion de devancer Chazlet, mais c'est risqué. Brunoy se tourne vers Tarandol. Leurs regards se croisent. Tarandol lui adresse un discret doigt d'honneur. Brunoy lui sourit en lui montrant son téléphone portable et, de l'index, exécute un mouvement circulaire signifiant « ça tourne ». Tarandol jure entre ses dents. Si Brunoy l'a filmé avec son portable en train de faire ce doigt d'honneur, qui sait comment ces images seront utilisées? Mâchoire crispée, Tarandol maudit Brunoy, lequel savoure la rage contenue de son ennemi, bien qu'en réalité, il n'ait pas activé le mode caméra de son portable. Mais Tarandol l'ignorant, il pourra utiliser cette menace, si besoin est. Soudain, tout vole en éclats. Les joueurs pénètrent sur le terrain. Francis Gentilini lance ses ordres dans le micro fixé au revers de son blouson, dont le dos est barré par la mention « Sécurité ». Gentilini est responsable du secteur pelouse. 4 autres cadres se partagent la responsabilité de la sécurité pour les gradins, un par tribune. Par tradition, le plus délicat s'avère le virage nord, près duquel se trouvent parqués les supporters adverses. Un 6e responsable a en charge les infrastructures intérieures, vestiaires, couloirs, loges, etc. Pour l'extérieur, c'est du ressort de la préfecture et donc de la police nationale. Le boulot de Gentilini consiste à éviter l'envahissement du terrain avant, pendant et après le match. L'enlèvement des objets lancés depuis les tribunes, rouleaux de PQ comme fumigène le cas échéant. 12 hommes opèrent sous ses ordres. Les joueurs de chaque équipe se sont répartis dans leur moitié de terrain respective. Les entraîneurs, les staffs techniques et les remplaçants prennent place sur leur banc. Gentilini passe en revue les photographes et caméramans accrédités. Il les connaît tous, depuis le temps. Pareil pour l'équipe de Canal+. Cela n'a pas empêché Gentilini de vérifier si chacun disposait d'un pass en règle, y compris Paga. L'arbitre et les capitaines ont procédé au tirage au sort d'avant-match. Un homme en costume, suivi d'un caméraman, discute avec eux, chargé de donner le coup d'envoi. Honneur réservé à d'anciens joueurs, des vedettes du moment, sportifs ou non, acteurs, chanteurs ou encore à des parrains d'associations caritatives. À n'importe qui, en fait. Gentilini ignore la qualité de l'homme à qui revient cet honneur ce jour-là, ni la raison pour laquelle on le lui a octroyé. L'arbitre s'écarte et l'homme en costume s'approche du ballon. Contrairement aux usages, il ne s'applique pas à donner un maladroit coup de pied dedans, mais entame une série de jongles. Puis, balle au pied et suivi par le caméraman, l'homme commence à dribbler sans opposition les joueurs du PSG, sous les applaudissements nourris des tribunes et l'œil surpris des joueurs et de l'arbitre. Un sourire passe sur le visage de Gentilini pour en disparaître aussitôt. Quelque chose cloche. Que le type fasse le zozo sur le terrain, pourquoi pas, avec tous ces guignols de la télé. Sauf que Gentilini vient de voir passer à côté de lui Habib Bey, accompagné lui aussi d'un caméraman.
Et, tout comme celui qui s'amuse balle au pied sur la pelouse, l'ancien capitaine de l'OM est venu se charger du coup d'envoi du match. Le sang de Gentilini se charge d'électricité. Toute la semaine, des infos sur un risque d'attentat ont circulé. Tout le monde a pris la menace au sérieux, très au sérieux. Et là, il se retrouve avec 2 inconnus sur le terrain. 2 types qui n'ont rien à y faire se trouvent en plein centre d'un stade de 60 000 places, avec le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur en tribune d'honneur. Il aboie ses ordres dans son micro. Intercepter les 2 individus qui approchent du but parisien. Une vision traverse son esprit. Le vélodrome pulvérisé par la bombe que ces 2 kamikazes vont faire exploser. Toute la semaine, les flics ont mobilisé la sécurité du stade contre une action terroriste. Gentilini sent l'écraser, le poids de la honte d'être celui qui a failli. El Kerdi et Secaldi sont les plus rapides. El Kerdi ne se trouve plus qu'à 5 mètres du type qui a pris le ballon. Celui-ci se retourne quand il voit ses hommes intervenir et leur sourit avant de foncer vers le but. Gentilini cherche à comprendre. Le ballon est piégé? Où l'homme va-t-il l'expédier? Dans le virage où se tiennent les supporters marseillais? El Kerdi plonge sur l'homme. Gentilini serre les mâchoires. L'homme pourrait porter une ceinture d'explosifs et se faire sauter d'une seconde à l'autre. Mais le supposé terroriste esquive le plaquage d'El Kerdi et prend son élan pour envoyer le ballon en pleine lucarne. Il lève les bras au ciel en hurlant, court jusqu'à son complice qui tient la caméra et se jette à terre. Secaldi lui tombe dessus à cet instant précis, quand il hurle un slogan incompréhensible face caméra. Gentilini se rue sur le caméraman et l'immobilise au sol. Les 2 terroristes rigolent. Le premier répète son slogan. « C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui !» Dans les tribunes, la foule hurle, excitée par le spectacle imprévu auquel personne ne comprend trop rien, sinon que le PSG a pris un but en pleine lucarne. Gentilini, lui, reconnaît enfin le pseudo-terroriste. Soulagé, il le traite de connard. Soudain, tout vole en éclats. La tribune officielle disparaît sous un nuage de poussière. La bombe vient d'exploser, là où se tiennent le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur.